L'idée même d'une confrontation de l'Europe et de la famille a quelque chose d'incongru. Construction initialement purement économique, l'Europe, pourrait-on en penser, n'avait rien à dire sur la famille. Faute tout d'abord de compétences. Même si les compétences de l'Union ont progressivement été bouleversées, la famille, en tant qu'objet juridique, est restée largement en dehors de ce mouvement. On chercherait en vain des traces des grandes institutions familiales dans les traités. Mariage, filiation, succession, ce vocabulaire n'est pas celui de l'Union. Faut ensuite de politique. L'Union n'a pas vraiment de discours ou d'orientation particulière sur la famille. Elle reste prudemment à l'écart des grandes controverses qui traversent les États membres sur la gestation pour autrui ou le mariage entre personnes de même sexe. Alors, la famille serait-elle étrangère à l'Union? Il n'en est rien, bien sûr. Si en effet le droit de la famille n'est pas du droit de l'Union, la famille elle-même en tant qu'objet n'y est pas extérieure. C'est indirectement, par le biais de ses politiques propres, que l'Union s'est emparée de cet objet singulier qu'est la famille, et deux branches en particulier, la libre circulation et le droit international privé. Ces deux domaines font de la famille un véritable objet autonome du droit de l'Union, et en creux dessinent une certaine idée de la famille. Alors du côté des libertés de circulation tout d'abord, c'est le premier point, car c'est par le biais des libertés de circulation que la famille s'est en premier lieu imposée comme objet du droit de l'Union. La famille du travailleur, au départ, celle du citoyen désormais, fait l'objet de toutes les attentions et d'une vigoureuse politique européenne. Et surtout, ces politiques européennes ont été entièrement bouleversées par l'émergence de la citoyenneté européenne. Il y a là une véritable saga jurisprudentielle par laquelle la Cour de justice, à partir de l'introduction de la citoyenneté dans les traités, a, pas à pas, construit une obligation de reconnaissance des situations familiales. Pendant longtemps, cette jurisprudence était pour l'essentiel limitée à l'état civil des individus, singulièrement au nom de famille. Et la doctrine avait de longue date identifié le potentiel expansionniste d'une justification fondée sur la nécessité de respecter la permanence du statut du citoyen européen à travers les frontières européennes. Aussi est-il possible à la fois de n'être pas étonné et de souligner l'importance de l'affaire Coman de 2018, qui a étendu l'obligation de reconnaissance élaborée par la Cour de justice à la situation, délicate entre toutes, du mariage en général et du mariage entre personnes de même sexe en particulier. La tendance, en tout cas, est très nette, celle de l'élaboration d'un espace intérieur sans frontières, au sein duquel les individus peuvent circuler non seulement physiquement, mais encore munis de leurs caractéristiques juridiques et familiales. On a parlé de portabilité du statut personnel. Du côté du droit international privé, ensuite, le droit international privé de la famille est désormais très largement européanisé, même si deux pans de celui-ci manquent encore, le mariage et la filiation. Le plus frappant peut-être dans cette avalanche législative est son relatif classicisme. La méthodologie est bien celle du droit international privé traditionnel, règles de conflit de loi, règles de compétences juridictionnelles, règles de reconnaissance et de circulation des décisions. Les règles de conflit de loi sont adaptées, modernisées, elles n'en restent pas moins traditionnelles au sens qu'elles relèvent de la méthode bilatérale habituelle. Le plus frappant est le recours très large à l'autonomie de la volonté. Les règlements ouvrent de nombreuses possibilités aux parties de se placer sous l'empire d'un droit, celui qui serait le plus favorable à leurs intérêts immédiats. L'innovation la plus spectaculaire est peut-être la troisième partie de ces règlements, la circulation des décisions. En cette matière, en effet, pourtant très procédurale et très technique, une innovation importante ne manque pas, qui vise progressivement à mettre en place un territoire unique de circulation des décisions. Et c'est aussi pour ça que, une fois rapprochées, les évolutions de la liberté de circulation, celle du droit international privé, dessinent un visage particulier de la famille. Alors, quelle famille pour l'Europe? La famille, telle que dessinée par l'Union, a des contours encore flous, mais elle a trois caractéristiques. Elle circule, elle est effective, elle est intégrée. Elle circule d'abord, on l'a vu. Désormais, le territoire de l'Union est un territoire unique sur lequel les familles peuvent circuler, dans lequel les liens familiaux seront reconnus presque sans intervention de l'État d'accueil. La perspective n'est pas encore explicitement fédérale, elle s'en rapproche néanmoins nettement. Ensuite donc, la famille est effective. Par là, il faut comprendre que ce qui importe notamment à la Cour de justice n'est pas tellement la légalité des liens de famille à laquelle le droit de l'Union s'intéresse finalement assez peu, mais bien plutôt à leur réalité. La solution est incontestablement libérale. On a même pu parler de risque de fraude. Il est peut-être possible à l'inverse de considérer que cet accent mis sur l'effectivité des situations, la protection des droits fondamentaux, plus qu'une incitation à la fraude,
témoigne de ce que sont les rapports humains et non les seuls rapports juridiques qui font de l'intégration sociale des personnes dans l'Union. Car la famille, enfin, la famille européenne est intégrée. L'intégration est sans aucun conteste au cœur de la construction européenne en matière de libre circulation. Invoquée dans presque tous les arrêts de la Cour de justice en matière de liberté de circulation, l'intégration devient progressivement un concept cardinal du droit de l'Union. Or, au cœur de cette intégration figure précisément la famille. C'est pour ne pas être obligé de séparer un père de ses enfants que la Cour de justice a inventé ce nouveau champ d'application du droit de l'Union dans l'affaire Zambrano de 2011. Et ce lien d'intégration, il est explicitement placé sous l'empire des droits fondamentaux, comme l'affirme avec force la Cour. À ce titre, l'intégration familiale d'ailleurs est aussi une réponse à une critique récurrente faite à l'Union européenne en matière de citoyenneté, celle de ne conduire qu'à un amas de droits sans liens systématiques entre eux, insusceptibles en eux-mêmes de conduire à une société cohérente et harmonieuse. L'importance progressive prise par les liens familiaux dans l'évaluation de la qualité de l'intégration permet de nuancer ces critiques et de constater que malgré ses racines économiques et son individualisme, le droit de l'Union n'est pas indifférent à ce collectif singulier que constitue la famille. On est loin ici de la seule citoyenneté de marché, et c'est donc peut-être par la famille qu'arrive pas à pas un dépassement encore discret, encore fragile, de la logique économique, comme de celle des droits.